Les organes hématopoïétiques. L'hématopoïèse est l'ensemble de mécanismes qui assurent le remplacement continu des cellules sanguines, c'est-à-dire la production et la mise en circulation d'un contingent de cellules matures adaptées aux besoins, car les cellules du sang circulant se renouvellent en permanence. Les quantités de cellules produites imposent une régulation très précise et complexe pour s'adapter aux circonstances physiologiques ou pathologiques. Cette régulation se fait par l'intermédiaire de molécules informatives regroupées sous le terme de cytokines, qui comprennent les facteurs de croissance et des interleukines. Donc, cette hématopoïèse est contrôlée selon le besoin de l'organisme. Ce contrôle fait intervenir certaines molécules qu'on appelle les cytokines, qui comprennent les facteurs de croissance et les interleukines. Chez l'adulte, l'hématopoïèse a lieu au niveau de deux types de tissus spécialisés. Il y a le tissu myéloïde et le tissu lymphoïde. Le tissu myéloïde est représenté par la moelle osseuse rouge hématogène et le tissu lymphoïde est réparti dans on a deux formations. Il y a les formations lymphoïdes viscérales qui sont annexées au tube digestif, à l'appareil respiratoire et à l'appareil urinaire. L'ensemble de ce tissu lymphoïde associé aux muqueuses est regroupé sous le nom de MALT, Mucous Associated Lymphoid Tissue. Et deuxièmement, les organes lymphoïdes qui sont le ganglion lymphatique, la rate et le thymus. Le tissu lymphoïde est très répandu dans l'organisme. Il est caractérisé par sa richesse en lymphocytes et par sa fonction dans l'immunité. L'ensemble de formations lymphoïdes annexées aux autres organes est regroupé sous le nom de MALT, le système MALT. Les organes lymphoïdes proprement dits, ils sont plus volumineux, ils sont encapsulés et possèdent une vascularisation sanguine et lymphatique propre, tels que le ganglion lymphatique, la rate et le thymus. Dans les organes lymphoïdes, on a deux types. Il y a les organes lymphoïdes centraux et les organes lymphoïdes périphériques. Les organes lymphoïdes centraux fonctionnent en dehors de toute stimulation immunitaire. Ils assurent le renouvellement du pouls des lymphocytes et contrôlent leur maturation. Les organes lymphoïdes centraux, on a la moelle osseuse rouge hématogène et le thymus. Pour les organes lymphoïdes périphériques, ce sont des organes lymphoïdes qui interviennent et se modifient lors de la réponse immunitaire uniquement. Et elles n'interviennent pas dans leur spécialisation, contrairement aux organes lymphoïdes centraux. L'origine embryologique, les éléments figurés du sang. Dès le 18e jour du développement embryonnaire, apparaissent les premières cellules sanguines primordiales au niveau de mésenchyme extra-embryonnaire, au niveau de cette partie, donc au niveau de la paroi de la vésicule vétéline, et plus exactement au niveau du mésenchyme extra-embryonnaire. On appelle ces cellules mésenchymateuses les élos de Wolff et Ponder. Donc, ce sont des élos angioformateurs. Ils vont donner les éléments du sang. Depuis la vie embryonnaire jusqu'à l'âge adulte, les lieux de l'hématopoïèse varient. On définit ainsi trois périodes en fonction des foyers hématopoïétiques. On a une première période qui est appelée une période préhépatique ou mésoblastique. Elle va de la 3e semaine du développement embryonnaire à la fin du 2e mois de vie intra-utérine. On appelle ces élos angioformateurs les élos de Wolff et Ponder. On a une deuxième période qui est une période hépatosplénique. Elle va du 3e mois jusqu'au 8e mois de vie intra-utérine. On a le foie qui va produire les éléments sanguines. Ensuite, le relais se fait par la rate. La 3e période, c'est une période médulaire et lymphoïde. Elle débute au 5e mois de vie intra-utérine et se poursuit durant toute la vie de l'individu. L'hématopoïèse se fait en plusieurs étapes. Elle débute dans le mésenchyme extra-embryonnaire. On appelle cette phase, la première phase, une phase
préhépatique, et puis elle se poursuit dans l'embryon où le foie sera le premier organe hématopoïétique, ensuite la rate, puis le thymus qui est un organe lymphopoïétique, et enfin elle se termine au niveau de la moelle osseuse rouge hématogène. Donc, on a une phase préhépatique où l'hématopoïèse se fait au niveau de mésenchyme extra-embryonnaire. La deuxième phase, c'est la phase hépatosplénique où le relais se fera par le foie, ensuite la rate. Et une troisième phase, la phase médullaire où l'hématopoïèse se fait au niveau de la moelle osseuse rouge hématogène. On remarque sur ce graphe que toutes les étapes se chevauchent et finalement, à la naissance, seule la moelle osseuse qui reste hématopoïétique et elle se poursuit durant toute la vie de l'individu. Les constituants de la trame des organes hématopoïétiques prennent naissance à partir de. Donc, avant de parler de la trame d'un organe hématopoïétique, il faut comprendre que chaque organe hématopoïétique est constitué par 3 éléments. On a une structure qu'on appelle la trame des organes hématopoïétiques, c'est le squelette de notre organe hématopoïétique. Deuxièmement, on a une population de cellules lymphoïdes et troisièmement, on a des cellules qu'on appelle les cellules accessoires à l'immunité. Donc, ces 3 constituants, c'est-à-dire la trame de l'organe hématopoïétique, on a des cellules lymphoïdes et des cellules accessoires à l'immunité. Ces 3 éléments constituent ce qu'on appelle un organe hématopoïétique ou un organe lymphoïde. La trame des organes hématopoïétiques ou le squelette de l'organe peut avoir une origine mésenchymateuse. Donc, le mésenchyme sera à l'origine des cellules réticulaires et des fibres de réticuline de la trame, de la moelle osseuse rouge hématogène et de toutes les formations lymphoïdes à l'exception du thymus. Donc, le mésenchyme va donner une trame réticulaire des organes hématopoïétiques suivants. Donc, il va donner la trame de la moelle osseuse rouge hématogène et également de la rate et du ganglion lymphatique, sauf le thymus. Le thymus ne possède pas une trame réticulaire, donc sa trame n'est pas d'origine mésenchymateuse. Deuxième élément, donc c'est l'ontoblaste, qui est à l'origine des cellules épithéliales de la trame thymique. Je reprends. Les constituants de la trame des organes hématopoïétiques peuvent avoir une origine mésenchymateuse ou bien une origine ontoblastique. Donc, le mésenchyme va donner la trame de la moelle osseuse rouge hématogène, de la rate et du ganglion. Et l'ontoblaste va donner la trame épithéliale du thymus. Notion de cellules souches. L'hématopoïèse se fait à partir de cellules souches totalement indifférenciées. Donc, une cellule souche va donner une nouvelle cellule souche pour garder le pouls des cellules souches ou le stock des cellules souches et une deuxième cellule qui va s'engager de façon irréversible dans le processus de différenciation. Chaque cellule souche va se diviser pour donner 2 cellules, une cellule qui est identique à la cellule mère pour garder le stock des cellules souches et une deuxième cellule qui s'engage dans le phénomène de différenciation pour donner les éléments circulants du sang. Une cellule souche qui est une cellule pluripotente va donner une cellule qu'on appelle progéniteur commun, qui est une cellule multipotente. Cette cellule, lorsqu'elle se divise, elle va donner plusieurs lignées cellulaires. Et la première cellule de la lignée est appelée précurseur cellulaire. Cette cellule se multiplie à leur tour, puis une maturation terminale, donc la maturation de cette cellule va donner les éléments du sang circulant. On voit sur ce schéma, on a une cellule souche qui est une cellule, donc la première cellule souche, c'est une cellule pluripotente. Cette cellule, lorsqu'elle se divise, elle va donner 2 types de cellules. Une cellule souche myéloïde
et une cellule souche lymphoïde. Ces deux cellules, on les appelle les progéniteurs communs. Donc, chaque cellule, chaque progéniteur commun, en se divisant, elle va donner plusieurs lignées cellulaires. On appelle la première cellule de la lignée un précurseur commun. Cette cellule, lorsqu'elle se divise et sa maturation terminale, va donner les éléments circulants du sang. Vous avez une cellule souche pluripotente. Lorsqu'elle se divise, elle va donner les progéniteurs communs. Donc, cette cellule va donner deux types de progéniteurs communs. Donc, vous avez une cellule souche myéloïde et une cellule souche lymphoïde. Cette cellule souche lymphoïde, ce progéniteur commun, va donner deux types de précurseurs. On a les lymphoblastes B. La maturation de cette cellule va donner les lymphocytes B. Et le deuxième précurseur cellulaire, c'est les lymphoblastes T qui vont donner les lymphocytes T. La cellule souche myéloïde va donner donc plusieurs précurseurs. Nous avons les érythroblastes qui va former les hématies ou les globules rouges. Le deuxième précurseur, c'est le précurseur des plaquettes. Le troisième précurseur, c'est le précurseur qui va donner les polynucléaires éosinophiles. Un autre précurseur qui va donner les polynucléaires basophiles. Et on a un précurseur qui va donner deux types de cellules, la cellule des granulocytes et un autre type, c'est les monocytes. Les granulocytes vont former les polynucléaires neutrophiles et cette cellule va donner les monocytes. Maintenant, on va voir la lignée érythropoïétique ou bien l'érythropoïèse. C'est la lignée qui produit les globules rouges ou appelés encore les hématies. La cellule souche, la CFUE, donc va subir une maturation pour donner l'hématie. Donc, elle passe par plusieurs stades. Donc, la CFUE va donner le proérythroblaste. Voici son aspect. Ensuite, celle-là va former les érythroblastes basophiles. Ensuite, l'érythroblaste devient polychromatique. Ensuite, il devient acidophile. Cet érythroblaste acidophile va former le réticulocyte et le réticulocyte va donner le globule rouge ou l'hématie. Le stade de réticulocyte, c'est à ce stade que la cellule passe dans le sang. Ces différentes cellules, on les trouve au niveau de la moelle osseuse rouge hématogène. C'est au stade de réticulocyte que la cellule passe au niveau de la circulation sanguine. On remarque que la cellule souche est nucléée. En se différenciant, cette cellule perd son noyau, donc au stade de réticulocyte, et elle passe à la circulation sanguine. Donc le réticulocyte possède une durée de vie qui est très courte. Il est observable uniquement 24 heures avant de prendre l'aspect d'un globule rouge ou d'une hématie au niveau de la circulation sanguine. La granulopoïèse, c'est la lignée qui va produire les polynucléaires. Donc, elle passe également par plusieurs stades. Donc, vous avez la cellule souche, la CFU, éosinophile, basophile ou des granulocytes monocytes, va donner le myéloblaste, le promyélocyte, dont le cytoplasme se garnit de grains non spécifiques azurophiles, qui va donner à son tour le myélocyte qui est caractérisé par la présence de grains spécifiques. Ensuite, on a le métamyélocyte et la cellule mature de cette lignée, c'est le polynucléaire. La thrombopoïèse. Cette lignée va produire les plaquettes sanguines. Les cellules de ce système se caractérisent par la présence d'un réseau membranaire intracytoplasmique très développé et organisé qui assurera la délimitation des plaquettes. Initialement, donc, vous avez la cellule souche qui va produire le mégacaryoblaste. Cette cellule est une cellule diploïde au début, mais par la suite, la division nucléaire va produire
une duplication chromosomique et la cellule devient polyploïde sans qu'il y ait une division cytoplasmique. Le mégakaryocyte basophile, le noyau est toujours polyploïde. Cette cellule se transforme par la suite. Le mégakaryocyte granuleux possède un noyau bourgeonnant qui est toujours dû à la polyploïdie. Le cytoplasme est toujours basophile et le nombre de granulations augmente. Donc cette cellule possède un cytoplasme granulaire. Le mégakaryocyte par la suite, il se transforme en mégakaryocyte thrombocytogène ou bien mégakaryocyte à formation plaquettaire où le noyau est toujours bourgeonnant, c'est toujours en rapport avec la polyploïdie. Dans les cytoplasmes, les granulations se regroupent en petits paquets. On appelle ces paquets granulaires, c'est les corps plaquettoïdes. Donc les plaquettes se forment par fragmentation du cytoplasme du mégakaryocyte thrombocytogène. Donc, le cytoplasme du mégakaryocyte thrombocytogène se fragmente par fusion des canalécules membranaires. Donc on a dit que les cellules de cette lignée sont caractérisées par la présence d'un système de canalécules membranaires très développé. Donc la fusion de ces canalécules membranaires va libérer les plaquettes. Cette fragmentation cytoplasmique libère jusqu'à 2000 plaquettes par cellule. Donc chaque cellule produit jusqu'à 2000 plaquettes qui sera libérée au niveau de la circulation sanguine. Sur ce schéma, on voit un mégakaryocyte qui se trouve à côté d'un capillaire sanguin ou un sinus médulaire. Cette cellule possède un noyau bourgeonnant et un cytoplasme très étendu. Donc, on remarque que les expansions cytoplasmiques de cette cellule s'étendent jusqu'à la lumière du sinus. Elles sont alignées par groupe de 10 jusqu'à 20 plaquettes et elles se séparent ensuite dans la circulation sanguine. La monocytopoïèse, donc c'est la lignée qui va produire les monocytes. On a le monoblaste se divise pour donner le promonocyte. Ensuite, cette cellule se multiplie pour former les monocytes. Les monocytes passent rapidement dans la circulation sanguine. La lymphocytopoïèse, donc c'est la lignée qui va produire les lymphocytes. Donc on a une production des lymphoblastes, les cellules jeunes, par la moelle osseuse rouge hématogène. Et la différenciation des lymphocytes se fait au niveau des organes lymphoïdes centraux. Les organes lymphoïdes centraux sont donc la moelle osseuse rouge hématogène et le thymus. Et au niveau des organes lymphoïdes périphériques s'effectue la réaction immunitaire. La structure histologique de la moelle osseuse rouge hématogène. La moelle osseuse rouge hématogène se trouve à la naissance dans toutes les cavités des os. Et avec l'âge, une partie de la moelle osseuse rouge hématogène va se transformer en moelle jaune par involution adipeuse. Elle sera remplacée en une partie par le tissu graisseux. Et chez l'adulte, elle est présente uniquement dans les cavités des os spongieux de certains os plats et courts, tels que les vertèbres, les côtes, les crêtes iliaques et le sternum. Chez l'adulte, on la trouve dans les cavités. Donc, vous avez ici une présentation schématique de l'os spongieux. Une présentation schématique de l'os spongieux. Au niveau de ces cavités de l'os spongieux se localise la moelle osseuse rouge hématogène. La moelle osseuse est séparée de l'os. La moelle osseuse est séparée de l'os par une fine lame conjonctive qu'on appelle l'endoste. Donc, vous avez vu la structure histologique de l'endoste quand vous avez fait le cours du tissu osseux. Sur ce schéma, on voit l'aspect de la moelle osseuse rouge hématogène. On remarque que c'est un tissu très vascularisé, est organisé en cordons cellulaires, on les appelle les cordons médulaires, et les capillaires sinusoïdes, ou bien appelés encore les sinus médulaires. Donc on voit les capillaires, donc la moelle osseuse rouge hématogène, c'est un tissu qui est richement vascularisé,
Donc en rouge, vous avez les vaisseaux sanguins. Ce sont des sinus médulaires. Et entre ces cavités médulaires, il y a des cordons cellulaires. Donc l'ensemble constitue la moelle osseuse rouge hématogène. Cette moelle osseuse rouge hématogène est soutenue par une trame réticulaire ou conjonctive qui est faite de fibroblastes et de fibres de collagène. Donc le tissu de soutien de la moelle osseuse rouge hématogène est constitué par un tissu conjonctif qui est fait de fibroblastes et des fibres de réticulines. On appelle ce tissu de soutien une trame réticulaire. La moelle osseuse rouge hématogène, examinée au microscope optique au faible grossissement, apparaît formée de 3 sortes de cellules. Il y a des cellules adipeuses, des cellules volumineuses à noyau bourgeonnant. On appelle cette cellule le mégacariocyte, c'est la cellule qui va donner les plaquettes sanguines. Et troisième élément, c'est des cellules polymorphes. Ce sont des cellules des différentes lignées sanguines. Donc, les cordons cellulaires possèdent un aspect hétérogène. Donc, ils vont contenir les érythroblastes, les précurseurs granulocytaires, des précurseurs monocytaires et des nodules lymphoïdes. Donc, cette population polymorphe représente les érythroblastes, les précurseurs granulocytaires et les précurseurs monocytaires et les lymphoblastes. Voici l'aspect de la moelle osseuse rouge hématogène. Donc, dans une cavité osseuse de l'os spongieux, on a donc la moelle osseuse rouge hématogène. Elle est faite d'une population cellulaire polymorphe. On a plusieurs aspects morphologiques cellulaires, plus les adépocytes. Au plus fort grossissement, on voit cet aspect. Donc, on a dit que la moelle osseuse rouge hématogène, c'est un tissu qui est vascularisé. On a ici un vaisseau sanguin, une artère de type musculaire, et le cordon médulaire qui comporte de multiples aspects morphologiques cellulaires. Donc, vous avez des cellules, de grandes cellules avec un noyau bourgeonnant. Ces cellules représentent le mégacariocyte. Vous avez des cellules polymorphes et on a également les adépocytes. Au plus fort grossissement, on a cet aspect. Donc, on a dit qu'il y a 3 éléments. Vous avez le mégacariocyte, c'est une grande cellule qui possède un noyau bourgeonnant. Vous avez l'adépocyte et vous avez également tout ça. Ce sont les précurseurs des différentes lignées cellulaires. Donc, vous avez les érythroblastes, on va trouver les érythroblastes, les précurseurs granulocytaires, les précurseurs monocytaires et des lymphoblastes. Maintenant, on va voir la structure histologique du thymus. Le thymus est un organe médian situé dans la partie haute de la cage thoracique, en arrière du sternum. Donc, voici le thymus. Donc, le thymus, c'est un organe qui est médian, situé dans la partie haute de la cage thoracique. Il est constitué par 2 lobes. C'est un organe lymphoïde central parce que c'est le lieu de différenciation des lymphocytes T. Sa structure diffère de celle de tous les autres organes lymphoïdes. La trame n'est pas de nature conjonctive, mais elle est épithéliale. Donc, tous les organes lymphoïdes possèdent une trame de type conjonctif. Sauf le thymus, il possède une trame cellulaire faite de cellules épithéliales. C'est le premier organe lymphoïde à apparaître au cours du développement embryonnaire. Il a une double origine ontoblastique. Donc, l'ontoblaste de la 3e poche bronchiale va donner la trame épithéliale de l'organe et mésenchymateuse où le mésenchyme va donner les lymphocytes. Organisation générale du thymus. Chez le sujet jeune, le thymus est organisé en 2 lobes, entouré par une mince capsule conjonctive. Donc, vous avez ici une présentation schématique du thymus, d'un lobe thymique. Donc, vous avez un lobe thymique. Le thymus est constitué par 2 lobes. Chaque lobe est entouré par une mince capsule
conjonctive. Chaque lobe est divisé en lobules polyédriques, séparés par des cloisons conjonctivo-vasculaires interlobulaires. Donc chaque lobe, on a dit qu'il est entouré par une capsule conjonctive. C'est à partir de cette capsule, il y a des cloisons qui pénètrent à l'intérieur pour diviser ce lobe en petits lobules d'aspect polyédrique. Le lobule thymique est l'unité fonctionnelle du thymus. Selon la densité cellulaire, sur une coupe histologique, on lui décrit deux zones. Une zone périphérique sombre, c'est la zone corticale, et une zone centrale claire, c'est la médullaire. Maintenant, chaque lobule thymique est entouré par une formation conjonctivo-vasculaire. Le lobule thymique possède deux zones selon la densité cellulaire. Une zone périphérique qui est sombre, on l'appelle la corticale thymique, et une zone claire s'appelle la médullaire thymique. C'est une zone centrale. Le parenchyme thymique est constitué d'une trame cellulaire d'origine épithéliale, c'est le réticulum thymique, et des cellules accessoires de l'immunité, généralement ce sont des cellules présentatrices d'antigènes, et des cellules thymiques. Donc, le parenchyme thymique est constitué de trois éléments histologiques. On a la trame de l'organe. Au niveau du thymus, c'est une trame cellulaire épithéliale d'origine ontoblastique. On appelle cette trame le réticulum thymique. Cette trame sera colonisée par des cellules. On a deux types de cellules, les lymphocytes T, qu'on appelle encore les cellules thymiques, et on a un deuxième type de cellules, on les appelle les cellules accessoires de l'immunité. Ce sont généralement des cellules présentatrices d'antigènes. Le réticulum thymique, c'est une trame cellulaire d'origine épithéliale qui s'étend dans tout le lobule thymique. Il est formé de cellules de forme irrégulière et étoilée, avec un noyau arrondi, volumineux et nucléolé. Donc là, c'est une présentation schématique de la trame thymique ou le réticulum thymique. Elle est constituée par des cellules épithéliales. Ces cellules épithéliales sont de forme irrégulière. Elles sont étoilées à noyau arrondi volumineux. Donc, ces cellules épithéliales sont des cellules étoilées dont les prolongements cytoplasmiques s'unissent pour former les mailles du réticulum thymique. Donc, voici la cellule épithéliale du réticulum thymique. Donc, elle possède de longs prolongements cytoplasmiques qui vont former des mailles qui colonisent les cellules thymiques et les cellules accessoires à l'immunité. On définit au niveau du réticulum thymique une structure qu'on appelle le corpuscule de Hassel. Les corpuscules de Hassel, ce sont des structures arrondies, volumineuses, acidophiles, disséminées dans la médullaire. Ils sont formés de cellules épithéliales tassées les unes contre les autres autour d'une masse centrale partiellement nécrotique de substances kératohyalines. Au niveau de la partie centrale du lobule thymique, c'est-à-dire la médullaire thymique, on va trouver ces structures sphériques, arrondies, elles sont volumineuses, acidophiles, constituées par les cellules épithéliales de la trame, ces cellules épithéliales tassées les unes contre les autres, entourées par une substance centrale partiellement nécrotique appelée la substance kératohyaline. Donc, on appelle ces structures sphériques le corpuscule de Hassel. Il se localise au niveau de la médullaire du lobule thymique. Deuxième élément, c'est les cellules accessoires de l'immunité. Les cellules accessoires de l'immunité, on va trouver les macrophages qui phagocytent les débris cellulaires et les cellules présentatrices d'antigènes. Elles sont morphologiquement très proches des cellules de la trame épithéliale, trouvées principalement dans la médullaire. Les cellules thymiques ou les lymphocytes T, on a les thymoblastes, issus des cellules mères des lymphocytes T provenant de la moelle osseuse rouge hématogène,
Il constitue la zone corticale dense du lobule thymique. Et les thymocytes, ou les lymphocytes T, ces cellules naissent des lymphoblastes. Ils constituent la zone médullaire claire du lobule thymique. Donc, dans les cellules thymiques, on a les thymoblastes et les thymocytes. Les thymoblastes donc, se trouvent au niveau de la corticale du lobule thymique et les thymocytes se trouvent au niveau de la médullaire du lobule thymique. Voici une vue au microscope optique au faible grossissement du thymus. On voit qu'il y a des centres, des zones sombres et des zones claires. Les zones claires contiennent ces substances, ces petites structures acidophiles ou éosinophiles. Au plus fort grossissement de la médullaire, donc on voit le corpuscule de Hassel avec la substance kératohyaline au centre et à la périphérie les cellules épithéliales tassées. Donc ce sont des cellules épithéliales de la trame. Et là, vous avez les noyaux des cellules thymiques. Évolution du thymus. À la naissance, le thymus pèse 15 grammes. À la puberté, il pèse 30 grammes. Et à 60 ans, il pèse 15 grammes. Histologiquement, on a un amincissement de la corticale avec une déplétion lymphocytaire, un épaississement de la médullaire avec de volumineux corpuscules de Hassel et une importante infiltration adipeuse. Chez l'adulte jeune, voici l'aspect du thymus. Donc, vous avez plusieurs lobules thymiques, chaque lobule avec une zone centrale claire et une zone périphérique sombre. Donc, le parenchyme thymique est riche en lymphocytes. Par la suite, ces lymphocytes T vont migrer du thymus pour coloniser d'autres organes lymphoïdes périphériques. Chez le sujet âgé, on remarque qu'il y a une importante infiltration adipeuse, donc tout ce clair c'est du tissu graisseux. Il n'y a pas du tissu lymphoïde, on a dit que les lymphocytes vont migrer du thymus, donc la déplétion lymphocytaire sera remplacée par du tissu adipeux. Avec épaississement médullaire